Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Il y a peu, le régime du nouveau départ, par décret pris en Conseil des ministres, interdisait d'activité au niveau des 4 universités du Bénin toutes les fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants. C'était le 4 octobre 2016. La mesure a aussitôt induit une levée de boucliers. Activistes, acteurs de la société civile, responsables, syndicaux ont tour à tour donné de la voix. Des prises de position fermes pour dénoncer l'acte ont ensuite été suivies de saisines de juridictions compétentes pour trancher du différend que d'aucuns ont qualifié d'attentatoire à la liberté d'association et d'anticonstitutionnel. Ce fut 2 bonnes semaines d'heures chaudes sur ce dossier. Après, on nous dit que l'eau a coulé sous les ponts. La tension a progressivement chuté. L'université d'Abomey-Calavi, l'épicentre de la contestation, semble avoir retrouvé une certaine accalmie. Un dossier définitivement classé, ont alors clamé certaines langues. Les étudiants ont compris l'enjeu et ont fait amende honorable, certifiait d'autres. Mais contre toute attente, les responsables étudiants, sous la bannière des différentes organisations estudiantines, la FNEB, l'UNEB, l'UNSEB, font à nouveau parler d'eux. Appel des leaders des organisations estudiantines à la mobilisation générale des leurs pour une issue heureuse à leur situation. Une démarche responsable, osée ou simplement de l'indiscipline. Peut-on retenir de cette nouvelle situation qui, pour d'aucuns, relève d'un regain de tension latent? L'engagement des autorités pour une réorganisation de la vie associative sur les campus universitaires et les différents recours en instance pour trancher définitivement du dossier ne suffisent-ils pas pour calmer les ardeurs? 100% Bénin, le numéro du jour voudrait juste surfer sur la relance apparente des activités du monde estudiantin sous la coupole des responsables pourtant déclarés exclus et les revers éventuels qui en découleraient. Principal thème autour duquel se fera le débat du jour, suspension au Bénin des activités estudiantines, une cause entendue ou une véritable bombe à retardement. Sur ce plateau, 2 invités. Ousmane Aledi, écrivain, expert culturel, il est l'initiateur et le promoteur du projet La paix pour ou pas un autre chemin. La paix par un autre chemin. Ousmane Aledi, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci pour la disponibilité toujours renouvelée. C'est moi, c'est moi. En face de lui, un autre lutteur, c'est ainsi qu'on l'appelle. Laurent Métaillon est son nom. Auteur de nombreuses luttes syndicales, surtout celles relatives aux questions de liberté. Il est le secrétaire général de la FESINTRA Finance, la Fédération des syndicats des travailleurs de l'administration des finances. Laurent Métaillon, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. La pleine forme? Toujours la pleine forme, il vaut mieux l'avoir. Il vaut mieux l'avoir. Oui, de l'autre côté, ils disent l'avoir aussi, le moral toujours au beau-fils. Il s'agit des responsables étudiants. Ils ont battu le rappel des troupes, ces responsables appelant à la grande mobilisation autour du sort de la FNEB, de l'UNEB, de l'UNSEB et autres organisations estudiantines. La démarche, si pour les initiateurs, tient d'une certaine veille pour éviter que les dites structures soient définitivement mises sous le boisseau. Elle relève pour d'aucuns d'une pagaille qui ne dit pas son nom. Je me retourne vers Laurent Métaillon qui a été de plusieurs luttes des associations estudiantines. Laurent Métaillon, décapité pour reprendre l'expression de vos collègues, mais qui retrouve encore des leaders qui demandent à ce qu'on se mobilise pour essayer de récupérer ce qui a été indûment pris. Ça se comprend? Ça se comprend et je soutiens ces étudiants qui ont fait le rappel de leurs collègues pour la tenue de l'AG qui a eu lieu le 13 février dernier. Reprécisons un peu les choses parce qu'il y a eu un peu d'amalgame de mon point de vue dans certains journaux que j'ai lus. Et dès que vous avez annoncé le sujet, j'ai essayé d'avoir quand même la vérité des faits. Le lundi dernier, le lundi 13, ce n'est pas les responsables exclus qui ont organisé l'Assemblée générale, mais bien sûr les responsables des amphis.
c'est eux qui, se trouvant, comme en 1974, le mouvement des jeunes s'était retrouvé sans tête, où on nous a dit, considérez-vous comme sans père ni mère. Et là, je parle de Feu Bokor Adjo, parlant de la JUD, quand il voulait intégrer le PLPB, ces étudiants ont convoqué une assemblée générale et ont fait appel à d'autres responsables de l'UNSEB. Et lorsque je parle de l'UNSEB ici, c'est l'UNSEB originel, donc de Dégbé Damien, pas pour conduire l'AG, mais pour les assister. Contrairement à ce qui a été dit, qu'ils ont été dispersés, ils n'ont pas été dispersés. Puisqu'ils ont ils ont fait leur manifestation pendant plus d'1 heure. La police était sur le terrain, c'est vrai. Il y a eu du renfort. Mais c'est face à cette horde de policiers qu'on a envoyés sur le terrain qu'ils ont pu quand même passer des interviews à Eden TV, à Diaspora. Donc, que des journaux, certains journaux disent que les étudiants ont été dispersés, c'est vrai. Il paraîtrait que vers 15h, 16h, certains étudiants étaient dans un QG au niveau de l'université. Et c'est là où on est allé les rafler. Ils ont fait c'est une rafle qui ne dit pas son nom. C'est une violence exercée sur des étudiants. Et là, dans un état de droit, ça fait un peu comme des coups et blessures portés à des personnes qui ne sont pas agressives. Donc, je fais ce rappel pour dire que les étudiants ont le droit et le devoir aujourd'hui de discuter de leurs problèmes à l'université et non dans les maquis ou les hôtels ou dans leur propre maison. On y reviendra. Je me retourne vers Ousmane Alidji. Ousmane Alidji, ce dont il est question aujourd'hui, il s'agit d'une mobilisation que les étudiants ont qualifiée de troupe, mobilisation de leurs troupes, alors qu'il y a une décision qui est suffisamment claire. Pour l'instant, pas de mouvement associatif jusqu'à ce que l'autorité se prononce. Dans un contexte comme celui-là, la question que beaucoup se demandent et se posent, c'est de savoir pourquoi un tel rappel à l'ordre si ce n'est pas une provocation à l'autorité. Merci beaucoup pour le sujet que nous abordons ce matin. Vous me permettrez de faire un préalable pour saluer mon doyen et cher ami, M. Metoyon, et à travers lui, tous les responsables des mouvements syndicaux de ce pays, à qui nous devons encore la vitalité de la démocratie béninoise. Et je le dis très sincèrement, je crois que certains de ces collègues sont partis. Nous les saluons ici aussi, puisque nous parlons des questions de liberté. Et je leur dis merci vraiment du fond du cœur. Je sais, et je ne pense pas parler à mon nom seul, je crois que le peuple béninois sait la part d'engagement citoyen et ce que la démocratie béninoise vous doit. Donc, merci vraiment de me permettre de débattre d'un sujet aussi important avec M. Metoyon. C'est un plaisir. Pour revenir à votre question, je crois que, vu que nous sommes en démocratie, et j'ai été heureux de suivre l'un de vos débats, le dernier, je crois, ou l'un des derniers, où M. Vincent Folly disait « Nous sommes un pays démocratique et nous avons élu un président, un démocrate. » Et dans tout système démocratique, ce n'est pas la volonté qui fait office de loi. La volonté du prince ne remplace pas les règles, les principes et les lois que nous avons nous-mêmes adoptées, auxquelles nous avons souscrit. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, la jeunesse, c'est l'avenir. Quelle jeunesse nous voulons laisser sortir de nos universités? Nous voulons laisser des moutons. J'ai déjà dit, et je suis convaincu de ça, que les mouvements associatifs, les lieux d'échange sont en même temps les lieux de formation, d'enrichissement pour les jeunes. Même débattre, protester, contester participe de la maturation de l'être et de l'enfant ou des jeunes. Quand on arrive
à les bâillonner, à leur interdire cela, c'est non seulement les mettre à l'étroit, c'est aller sur l'appropriation de ce que j'appelle les espaces publics de liberté, mais pire, c'est ce que je considère comme prédater l'essentiel intellectuel de l'homme. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas libre de penser, vous n'êtes pas libre d'articuler vos pensées, vous n'êtes plus intellectuel. Vous rentrez là dans une forme d'abrutissement. Vous sortez de l'université abruti. Alors, où on fait des étudiants, des cadres de demain, où on fait des abrutis. C'est à nous de définir ça. Mais est-ce que l'État béninois est dans cette logique, vu que l'autorité a officiellement clamé sa disponibilité à aider à une certaine réorganisation? Donc on demande juste un peu de patience au conservé. Non, non. L'autorité n'a pas pouvoir à définir les espaces de liberté du citoyen. L'autorité organise la société, suit les règles, veille à l'application et au respect des règles. Mais quand le citoyen veut poser un acte citoyen, il est libre dans cette démarche-là. Et mieux, je veux dire, le Bénin est un modèle démocratique. On n'est pas que Bénin. Le Bénin n'est pas un pays lambda en Afrique. Nous sommes vus, regardés, suivis. Il faut faire attention. Et ces jeunes-là, c'est vrai qu'ils ont été... Vous avez vu, ils ont attendu 3 mois pour voir venir une autre décision. Vous ne voulez pas qu'ils aillent signer leur arrêt de mort par eux-mêmes. Moi, je les condamne même d'être restés trop longtemps muets. Et je vais plus loin. Je fais observer que nous n'avons pas de parents d'étudiants, enfin, d'associations de parents d'étudiants au Bénin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que nos étudiants, nous les abandonnons trop facilement à leur sort. Nous les abandonnons. Vous demandez aux parents de se mettre à leur côté? Je demande aux parents de jouer les gardiens, les veilleurs. Que l'État ne se permette pas tout à l'adresse des enfants non plus. Vous voyez, vous passez devant l'université, vous voyez des chars ou des blindés de police, des machins, comme si on avait des prisonniers. Il paraît que c'est juste pour les discipliner. Non. Vous savez, je dis toujours, quand il y a la méthode, quand il y a les lois, les muscles ne sortent pas. Quand vous opérez par muscle, c'est que l'intelligence vient à manquer. Sinon, on n'a pas besoin de ça. Ou vous voulez restreindre les espaces de liberté. Et là, vous y allez par la force de l'ordre, force de sécurité, force de quelque chose, l'autoritarisme à l'extrême. Non, moi, c'est dire le rêve actuel du Béninois que je suis n'est pas, comme qui dirait, tout... Non, on ne veut pas vivre à l'étroit. C'est dire, je veux continuer à me réclamer citoyen du Bénin, fier de notre label démocratique. Et quelle est votre impression, votre sentiment quand vous allez à Lomé, tout près ici, parler de démocratie, vous parlez de démocratie, alors que vos étudiants ne peuvent même pas se réunir pour parler, ne peuvent même pas, leurs associations ne peuvent même pas se réunir pour parler. Il y a quelle démocratie là-bas? Donc, il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans ce que je considère comme le contrôle de tout. On n'est pas là pour tout contrôler. Non, oui, non. L'État aussi l'a dit en sautant, mais Laurent Métognon, ce dont on parle, et cette question, je vais la retourner tout à l'heure à Ousmane Alidji, mais ce dont on parle, il s'agit quand même de responsables étudiants exclus pour 5 ans. Appelons un chat. Est-ce qu'il n'exagère pas? Exclu, vous êtes exclu et vous prenez le flambeau d'un mouvement comme celui-là. Vous savez, les libertés, elles ont été conquises pour être exercées. Donc, si vous avez les libertés d'association, les libertés d'aller et venir, de cortège, et vous refusez d'en jouir, le prince aura beau jeu de restreindre, sinon de tout vous arracher. Pourquoi? Le mot prince revient à plusieurs reprises. Je rappelle que le Bénin est un pays démocratique et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de prince. Ça revient à plusieurs détours dans la mesure où aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, il y a certaines personnes qui pensent que c'est leur seule volonté, leur seul vouloir qui doit pouvoir être. Leur bon sens à eux, c'est ça qui doit faire l'unanimité.
Lorsqu'il y a des gens comme ça, on les appelle, à défaut de dire que vous avez le roi, vous avez les princes et vous avez les sujets. Donc, ils prennent tout le peuple alors comme des sujets qu'ils peuvent, eux, utiliser. Donc, j'avais qualifié cela de la cour. Et la cour aujourd'hui dans notre pays, c'est connu. C'est le président Talon et 2 de ses amis ou de ses frères. Vous avez la basse-cour là, qui constitue les ministres à qui on donne des instructions. Et vous avez le peuple. Or, l'interdiction des organisations estudiantines, je pense qu'on ne reviendra pas là-dessus parce qu'on en a suffisamment débattu, oui, comme Prince Ali l'a dit tout à l'heure. La nouvelle donne à laquelle on assiste. Et nous avions qualifié cela en son temps d'illégal et d'anticonstitutionnel. Aujourd'hui, je pense que les étudiants, et là, ce n'est pas une incitation à la rébellion, mais ils ont le droit et le devoir de préserver les acquis démocratiques. Et des étudiants parce qui que peuvent prendre le développement d'une telle initiative? Ils sont bannis de la société. Parce qu'ils sont exclus de l'université, ils ne peuvent plus parler des problèmes. Parce que le problème dont il s'agit actuellement, c'est les problèmes des étudiants. Est-ce que ces problèmes ont été réglés avec le moratoire qui a été donné et avec même l'exclusion de ces innocents? Parce que quand vous allez à l'université, c'est vrai, certains parents disent que non, moi je n'ai pas envoyé mon enfant à l'université pour pouvoir aller faire de la politique et de suite. Mais dis donc, lorsque vous allez à l'université, c'est pour étudier. Mais quelles sont les conditions d'études des étudiants aujourd'hui? Amphipléthoriques. On a vu des images projetées par des médias, en tout cas pas certaines télés, où des étudiants s'asseyent sur les briques. Et si vous avez cours à 8 heures, il faut déjà là-bas, il faut être là-bas dans l'amphi à 5 heures du matin si vous ne trouvez pas de place. Mais dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut étudier? Lorsque aujourd'hui l'université pratiquement est privatisée, où il faut payer des sommes astronomiques pour faire le master et de suite, et que les étudiants n'ont pas de moyens, les parents également n'ont pas les moyens, quelle formation vous voulez donner? Et comme l'a dit tout à l'heure le prince, quelle jeunesse vous voulez laisser, alors que c'est eux, le développement de demain, c'est eux. Si vous formez mal l'élite, on aura quoi alors? Des paresseux, des gens qui ne réfléchissent pas. Donc c'est de ces gens d'étudiants qu'on a besoin. Ou aujourd'hui, par exemple, lorsque vous prenez le système LMD, et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre, un ministre de la République qui vient dire ça, que pour un professeur, il faut 25 étudiants. Or, eux-mêmes, ils disent qu'ils sont à plus de 92 ou 95 étudiants. Dans ces conditions, mon papa qui m'a envoyé étudier là, quand il voit ça là, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce qui doit pouvoir être dans sa peau? Mieux, ceux qui ont eu la chance de finir et qui deviennent encore des poids pour des retraités ou des frères qui n'arrivent même pas aussi à joindre tous les bouts, ou le paysan de chez moi qui ne peut même pas se nourrir. Est-ce que ça ne pose pas problème? Donc lorsque ça pose de ces problèmes-là, lorsqu'on a de ces genres de problèmes, les étudiants, ils auraient tort de ne pas rappeler, comme ils l'ont fait le lundi, vous nous avez donné jusqu'au 15. Nous sommes venus le 13 pour vous rappeler que vous devez prendre des décisions en faveur des étudiants. C'est même culturel, en tout cas. Je suis avec quelqu'un qui est du domaine intellectuel dans ce domaine parce qu'il fait des recherches dans ce domaine. Mais culturellement chez nous là, lorsque vous vous êtes entendu sur quelque chose, tu me dois et tu me dis que tu vas me payer telle date. Je n'attends pas la date pour venir, mais je peux venir avant pour te dire, ah, ne m'oublie pas, hein, on s'est donné telle chose là pour que tu me rembourses. Hein. Je ne t'ai pas encore agressé. J'ai le droit et le devoir de le faire. Et c'est ce que font les étudiants actuellement. C'est leur problème. Mais dis, Joël, moi je ne serais pas devant vous aujourd'hui si moi je n'avais pas été boursier. Je ne dis pas qu'il faille donner la bourse à tous les étudiants aujourd'hui parce que même à mon temps, tout le monde n'était pas boursier. Il y avait des demi-bourses, il y en avait à ceux à qui on donnait des secours, et de suite. Mais si moi je n'avais pas eu ces facilités-là, comment je peux aujourd'hui être devant toi, être en train de parler? Je serais resté au village pêcheur peut-être
ayant perdu déjà toute sa vitalité. On allait dire, oui, que les étudiants défendent leurs droits comme le clame. Oui, Laurent Métoyon, on comprend, mais je reviens sur ma question. Oui. Il s'agit des figures emblématiques qui semblent porter aujourd'hui le mouvement. Il s'agit d'étudiants exclus pour 5 ans. L'acte en soi d'exclusion est contestable. L'acte d'exclusion même est contestable. Parce que l'acte s'est fondé, me semble-t-il, sur de l'injustice. On ne peut pas reprocher à un enfant de demander une deuxième chance. C'est-à-dire, on ne peut pas reprocher à un enfant qui a pris la parole d'exprimer une opinion, un point de vue. Ils n'ont agressé personne, que je sache. Ils n'ont exercé de la violence sur personne, directement. Même ce qu'on pourrait avoir à leur reprocher est reproché à un mouvement. C'est-à-dire qu'on identifie des têtes qu'on coupe. Cela, me semble-t-il, est injuste. Et donc, la contestation, me semble-t-il, elle devient légitime. Mieux, même un mouvement abandonné, d'une certaine façon, vous voyez émerger un leader naturel. C'est-à-dire qu'un mouvement, vous descendez dans la rue là-bas, ils sont 100 au début, après il va y avoir 300, 400. Vous ne savez pas d'où vient quelqu'un et il prend le devant. Ça arrive dans tous les mouvements, ça vient. Sur le campus, il faut même s'estimer heureux que ce soit des leaders connus qui prennent encore le devant pour structurer ça. Au moins, on sait quels sont les interlocuteurs qu'on a en face. S'il y avait 3, 4, 5 leaders de partout, là, on pourrait dire, ah, ça part, c'est en train de nous échapper. Donc, le fait que ce soit des étudiants exclus qui reviennent prendre le devant, ils sont exclus peut-être des facultés, mais ils gardent encore leur mandat de président ou de chef d'association estudiantine. Donc là, je crois qu'ils sont dans leurs droits. Ce qui est important ici, c'est ce que les gens disent, c'est ce qu'ils réclament. C'est les mobiles de leur regroupement. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu des étudiants aujourd'hui prendre je ne sais quelle forme d'idéologie politique pour aller dans les rues? Mais non, ils parlent de leur mieux-être, de leurs conditions, on va dire, de formation, etc. Débattez avec eux. C'est-à-dire que c'est là où je condamne les parents. Je nous condamne, nous qui abandonnons nos enfants à l'université. Bon, l'État peut, par exemple, en exclure, déclarer une année entière annulée, saucissonner les facultés, les déplacer à droite et à gauche, sans consulter les parents et sans que nos parents, nous n'ayons notre mot à dire. Et on abandonne tout ça aux étudiants. Donc il faut qu'eux, on leur permette au moins d'en parler entre eux. Si vous faites ça, vous dites que vous n'avez plus non plus le droit d'en parler, là, vous n'exercez plus de la démocratie. Vous ne laissez plus les libertés s'exprimer. On est dans une autre forme j'allais dire, de prédation ou de toute façon de restriction des espaces de liberté. Et tout démocrate doit s'en inquiéter. Et moi, je dis, au-delà même de l'inquiétude que j'alimente, j'ai peur, j'ai des frayeurs. Parce qu'aujourd'hui, on les empêche de se réunir à l'université. Ils vont aller le faire dans les maquis. Quand ils vont sortir des maquis, ils iront où? Oui, justement, aujourd'hui, le front semble avoir plusieurs têtes. Il y en a qui, puisque encore légitimes, responsables d'amphi, arrivent à se regrouper au sein du campus. Donc, les autorités sont regardants sur ce qui se passe. Mais ceux exclus, désormais, prennent siège dans les hôtels, les maquis et la suite, on ne sait pas. Laurent Métoyon, de comprendre qu'ils sont en train de faire diversion, mais d'autres disent qu'il faut plutôt s'en inquiéter. Et Ousmane Aledi a introduit le sujet tout à l'heure. Vous l'appréciez comment? Je pense que réellement, il faut s'en inquiéter. Parce que quand vous laissez une jeunesse sans espoir et que le désespoir s'installe, vous demandez alors à la jeunesse de faire la révolution. De faire comme le Burkina. Qui va demander à la jeunesse de faire la révolution? Si. C'est-à-dire, les faits les amènent à faire comme ce qu'on a vu au Burkina Faso. Et contrairement à ce qu'on dit... Le Bénin ne vit pas une situation analogue à celle du Burkina Faso. Là où on est sur le plateau là maintenant, là, vous ne savez pas ce qui se passe actuellement au campus. Ils sont en assemblée générale. C'est-à-dire, les responsables des amphis qui s'étaient réunis le lundi se sont donné encore rendez-vous aujourd'hui 16.
ils sont sur le campus. Et en venant dans vos studios, j'ai rencontré de la police avec leurs accoutrements et dessus, certainement ils vont au campus. Je pense que les policiers sauront comment jouer là-bas parce qu'ils se disent républicains. Mais les problèmes que les étudiants ont aujourd'hui, les problèmes que leurs enfants ont aujourd'hui, s'ils n'aident pas ces jeunes à régler leurs problèmes, le poids tombera sur eux-mêmes également. Et lorsque Prince Alidji parle de la culpabilité des parents d'élèves, je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce que même ceux qui ont de l'argent et qui paient les études n'arrivent pas à obtenir le résultat qu'il faut. Ceux qui envoient leurs enfants dans les écoles privées, j'ai écouté un débat, je ne sais plus sur quelle station la dernière fois, je ne sais pas si c'est sur le RTB, où parlant des équivalences de diplômes, lorsque vous faites le privé, vous devez passer encore un examen pour qu'on vous reconnaisse ce diplôme-là, si vous voulez travailler dans la fonction publique. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Il est vrai, c'est vous qui posez les questions. Oui. C'est vous qui posez les questions. L'État a annoncé la couleur qui veut faire ses réformes. Ça dit, comment est-ce que l'on veut faire des réformes sans tenir compte quand même des réalités que nous vivons? C'est pour ça que tout à l'heure, quand Prince Alidji parlait de... Ça dit, certaines personnes pensent que quand eux, ils ont pensé là, c'est ça qui doit se faire. Non, on ne gère pas un État démocratique de cette façon. Lorsqu'on le gère comme ça, vous êtes alors dans un État autocratique, c'est-à-dire l'autocrate a dit. Nous, on l'a vécu sous le PRPB. C'était l'autocrate. On dit aujourd'hui, les étudiants sont en assemblée quelque part, aller tirer à bout portant, c'est des ordres qu'on donnait. C'est pour ça que je suis souvent très frustré quand j'entends certaines personnes dire l'État c'est tout le monde. L'État n'est pas tout le monde. L'État là, c'est celui qui a l'appareil de répression dans les mains. Celui qui peut dire allez me faire ceci, allez me mettre de l'ordre ici en faisant ceci, cela. Si vous ne le faites pas, on vous punit. Si vous ne le faites pas, on vous sanctionne. Et de suite, c'est ce qu'on constate. L'État, c'est celui-là qui a dans ses mains tout le patrimoine et qui peut décider de l'achat et en fixer le prix. C'est l'État, ça. Sinon, si tout le monde était État, si tout le monde était tous État, on allait dire, ben, le domaine privé de l'État que vous voulez prendre là, comment est-ce qu'on a lancé l'appel? Parce que moi, si je suis intéressé. Mais l'État, c'est celui qui d'autorité peut dire, ça là, ça me plaît. Moi, je dis que ça va coûter tel montant. Vous me vendez cela, c'est-à-dire je suis vendeur et acheteur et je me trouve alors une bonne loi des juristes pour me couvrir ça. Par exemple, là, ça se passe quand? C'est le président de la République a acheté les affaires étrangères, pratiquement, je vais dire, puisque c'est là où le ministre des Affaires étrangères, c'est son domicile, c'est là où il est logé, c'est là où on loge les officiels. Personne ne parle de ce dossier. Or, c'est très important et c'est ça qui fait vérifier tout ce qu'on voit sur le terrain. Ce n'est pas une critique parce qu'on est contre quelqu'un. Parce que si l'on vit de ces genres de trucs, demain, quelqu'un d'autre vient être président, il va dire qu'il va acheter, par exemple, tout Gangi. Ousmane Alidji, je reviens sur le sujet. Mais est-ce que avec la démarche actuelle de ces étudiants, il ne faut pas un rappel aussi à l'ordre? Non, pas du tout. Pas du tout. La liberté, c'est la liberté. Elle est totale ou elle n'existe pas. Et il n'y a pas de demi-mesure dans l'espace public. C'est dit que une fois que vous ne tombez pas sous le coup de la loi, vous êtes libre. Et la loi, elle est connue et elle est valable pour tout le monde, y compris pour les autorités. Les autorités qui violent la loi doivent en répondre. Dans le cas d'espèce, ce qu'il faut souhaiter, c'est que les étudiants aient de la mesure, sachent raison garder, n'aillent pas dans l'affrontement avec l'autorité et que derrière, nous les protégions, nous les défendons. Mais c'est un souhait encore tenable parce que l'autorité était claire, on ne veut pas assister à ce à quoi on assiste actuellement. Mais les étudiants disent qu'ils gardent aussi le cap. Oui, parce que l'autorité viole la loi. Si l'autorité ne violait pas la loi,
l'étudiant n'aurait pas la force nécessaire pour aller contre. Mais ils sont tous on les appelle les étudiants, donc ils savent de quoi on parle. D'accord? Ce qu'il faut souhaiter, c'est ce que je dis, ce sont nos enfants, ce ne sont pas des rebelles rangés dans un camp qui sont en train de protester. Non, non, non. Ce sont nos enfants qu'on côtoie tous les jours qui reviennent nous rendre compte de leur journée. Donc, ce n'est pas des animaux, ni des rebelles, ni des... Non. C'est-à-dire que le rapport avec l'étudiant doit être un rapport d'accompagnement. Vous allez réussir votre vie, l'État est là pour garantir ça. Les parents vous suivent pour ça. Là, quand on entre dans l'affrontement, il y a comme une forme d'antagonisme. Non, 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 non. C'est mal agir que d'en arriver à là avec nos enfants. Ce qu'il faut rompre, et là je m'adresse directement à nos autorités, il faut rompre avec ça. C'est-à-dire, ne voyez pas le mal dans le ton de l'autre, dans la liberté de l'autre. C'est-à-dire, rien n'est une menace autrement plus sérieuse pour vous que vous-même. Surtout pas nos enfants. Les enfants ne sont pas des menaces. Les enfants, c'est-à-dire que... Mais l'acte citoyen même, c'est la revendication. L'acte citoyen, c'est la revendication. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde où l'État peut tout se permettre, c'est fini. Il n'y a plus le citoyen n'hésite. Vous subissez. On parle de l'autocratie, d'autres parlent de tyrannie. C'est-à-dire le citoyen doit être tout le temps en demande, en réclamation, en contestation. Vous devez être une menace pour le système, pour que le système sache jusqu'où ne pas aller. C'est comme ça partout. Quand on laisse le système venir nous écraser, c'est fini. Tout disparaît. Et dans le cas d'espèces, c'est de liberté qu'il s'agit. Espace public de liberté, d'expression, de liberté d'association et pourquoi pas d'action de pensée, d'articulation de nos pensées. Donc je ne trouve pas où est le problème. Et pire, moi je suis inquiet, j'ai dit même j'ai des frayeurs, parce que vous savez, j'ai entendu et j'entends tout le temps Dieu aime le Bénin, Dieu aime le Bénin, Dieu aime le Bénin. Et vous avez quoi contre ça? Mais nous jouons avec le feu, constamment. Appeler Dieu, c'est jouer avec le feu? Non, appeler Dieu est une chose. Mais quand vous êtes tout le temps en train de marcher sur les gens, d'essayer de menacer les gens, d'affronter les gens, vous ne savez pas d'où vient le diable. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Dieu aime le Bénin, mais le diable aussi, il cherche ses adeptes. Le diable veut recruter des adeptes. Hein. Ça, c'est clair. Mais non, il faut faire attention. Donc, tout le temps, on fait ce qu'on veut. Non, 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 non. Si on laissait faire, chacun pouvait faire ce qu'il voulait, le Bénin ne serait plus un État. On serait dans un chaos total. Alors, ce que j'observe, c'est que en voulant peut-être bien faire, on va trop loin. En voulant tout régir, on va trop loin. En voulant tout contrôler, on va trop loin. Non, on ne peut pas... Moi, je n'accepte pas ça. Quitte à être rangé comme un rebelle ou comme un opposant, je l'assume. Je veux l'assumer, ça. Mais je ne peux pas permettre qu'on aille marcher sur des espaces de liberté, sur des enfants, sur nos enfants, non. Oui, en voulant tout régenter, on peut aussi perdre la main, c'est vrai, mais dans le dossier en question, s'agissant de la situation des étudiants, on a pu entendre, on a vu dire le chef de l'État ne s'est pas mêlé à ce dossier. Donc, le recteur avait les coups de franche pour conduire ce dossier à bon port. Alors, ce GAPS qu'on a vu, ce temps de négociation, ça aurait pu permettre de faire bouger beaucoup de pions. Et je sais que vous êtes de très bons thèmes avec les responsables, à ce niveau, responsables syndicaux, je veux dire, au niveau de nos campus universitaires. Qu'est-ce qui a été votre apport pour pouvoir essayer de démêler les chevaux? Ou aucune association dans ce sens? Non, réglons d'abord un problème. Oui. Le chef de l'État ne s'est pas mêlé parce que le recteur est élu et a le fait chaud là et de faire venir la police pour violer la franchise universitaire. Non, c'est le Conseil des ministres, présidé toujours jusqu'à présent par le chef de l'État, qui a pris la décision de suspendre ou d'interdire les associations. Donc le chef de l'État, son intervention même était plus dangereuse. C'est lui qui a crucifié les libertés à l'université. C'est lui qui a autorisé le recteur élu à avoir tant de crânes. Parce que quand vous prenez toutes ces autorités aujourd'hui au campus, ils n'ont pas étudié dans ces mêmes conditions. Je sais qu'il y en a qui sont des carriéristes, c'est-à-dire à l'université,
lorsque les autres luttent pour avoir de bonnes conditions, ils en jouissent. Le monde est aussi ainsi fait. Mais on ne peut pas interdire ceux qui se donnent pour que les formations soient meilleures à l'université. On ne peut pas les exclure pour des raisons aussi fallacieuses qu'on a données. Si vous avez vu qu'il y avait des étudiants qui étaient des terroristes et ainsi de suite, mais la loi vous autorise à aller les chercher. Vous ne l'avez pas fait. Donc ça veut dire que vous avez menti. Parce que si on avait eu ces images dont il parle là, et qu'on était allé mettre seulement le grappin sur des individus, mais on ne peut pas exclure 25 étudiants et on pense même en exclure d'autres parce que il semblerait que ceux qui ont organisé la dernière fois que le bus court, qu'on va les exclure, puis ça sera fini et de suite. Je dis non, ce n'est pas comme ça. Les problèmes sont restés là. Toutes les tentatives sont vaines parce que c'est comme hier sous Yahi. Contrairement à ce qu'on disait, on disait que c'est les ministres et autres là, c'est Yahi. Aujourd'hui, c'est Talon, le président Talon. C'est lui qui dit. Les ministres ne font pas ce qu'eux ils veulent. Non, mais vous n'en savez rien. Vous seriez pas. Non, il y a des faits. Il y a des faits. Vous interprétez les faits. Le chef de l'État dit que tous les ministères sont pilotés depuis le palais de la République. Lui-même. Donc, il paraît que c'est un lapsus. Non. Ah, d'accord. Un lapsus très grave alors, puisque dans les faits, tout est concentré au palais. Les arrêtés de nomination, même de chef de division là, c'est là-bas. Donc, du coup, qu'on ne nous fasse pas... Non. Et moi, je pense que ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas parce que viscéralement on est contre quelqu'un, mais lorsque les libertés des gens payaient le prix de leur vie, hein, il y a beaucoup d'âmes, certainement, qui réclament vengeance parce que l'impunité de ces criminels font qu'aujourd'hui, nous avons encore l'impunité. Donc, aujourd'hui, il y a encore l'impunité avec le nouveau départ. L'impunité, c'est parce qu'on ne combat pas encore l'impunité qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Que ce soit au plan économique, au plan politique, au plan... Tout à l'heure, on parlait de liberté, mais il y a même la liberté de produire. Mais lorsqu'on délimite des zones pour dire que c'est telle culture qu'on doit faire là-bas, et que les paysans ne font pas cette culture, ou bien telle zone, elle est appropriée pour ça, et on n'a fait aucune étude pour savoir si sociologiquement, est-ce qu'en introduisant cette culture chez les gens là, c'est ça qui va faire leur bonheur? On ne fait rien de tout ça là. Je pense qu'on passe toujours à côté. Les étudiants ont des revendications. Il faut qu'ils s'en tiennent à leurs revendications. Ils veulent des meilleures conditions de travail, qu'il y ait des amphis, qu'il y ait des choses là de suite. Ils veulent quand même un minimum. Ceux à qui on donne certaines bourses et autres là. C'est récupéré. On ne donne pas les bourses. Alors qu'au moins ceux-là, ils l'ont pas. Donc, il y a autant de problèmes. On n'a pas de professeurs en quantité à l'université. Donc, il y a de ces problèmes. Et moi, je pense que c'est plutôt ces problèmes qu'il faut résoudre pour avoir une belle ville demain. Parce qu'il faut penser la chose d'abord. C'est ici. Et lorsque vous avez un certain niveau, une certaine capacité de réflexion, vous apportez un plus. J'écoutais tout à l'heure sur Radio Soleil FM que Dangote, opérateur économique, il veut emblaver le cas du riz sur superficie, je pense, de 25 000, je sais pas si c'est 25 hectares ou 25 000 hectares. En tout cas, il a dit, le riz là, il veut avoir 25 000 tonnes pour réduire l'importation du riz au Nigeria. Et il dit qu'avec ça là, il va aider l'État nigérien à former des agronomes. C'est ça, en fait aussi. C'est ça le rôle des opérateurs économiques. Vous allez sur un autre terrain, là, je vois le lien. Non, je fais toujours le lien avec les étudiants parce que la formation que veulent les étudiants, il faut que ça soit en adéquation avec le niveau de notre économie, le niveau de notre développement. On ne les forme pas pour qu'ils deviennent des épiciers. Oui, Ousmane allait dire, aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est que 4 mois. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre aussi la position de l'État, l'État qui a plusieurs chantiers, qui est sur plusieurs fronts à la fois? Il faut régler un avant de régler un autre, comme on dit. On a encore du chemin devant soi. L'État a compétit pour être dans les fauteuils qu'il occupe actuellement. Et a priori, nous sommes déjà généreux à leur laisser 3 mois, les 100 jours, on dit, etc. Je trouve même que le peuple béninois est incroyablement tolérant
incroyablement tolérants, nous sommes passifs. Je le dis souvent. C'est-à-dire que et un peuple passif finit par devenir nocif pour son bien-être, pour son propre épanouissement. Excusez-moi. Le drame que nous vivons aujourd'hui, justement, c'est que, vu que nous sommes tolérants et passifs, l'État, en tant que tel, parfois passe sa volonté comme des lois, comme des règles, comme des principes entendus. Non, ce n'est pas le cas. Il faut tout négocier. Et nous avons, je veux de l'eau tous les matins. Je dis je, citoyen lambda, pas Ousmane Aledi. Je veux de l'eau, je veux Agla pour venir ici. Je n'avais pas de l'électricité. Ça fait des jours, ça dure ça. Tous les matins. Mais il paraît que c'est fini depuis. Non. Dites à quelqu'un d'aller vérifier. Quand je partais du bureau, il y a 1 heure que le courant était parti déjà. Et depuis des jours, c'était comme ça. Je demande. Donc, quand je donne ces exemples-là, c'est pour dire quoi? L'État est là pour répondre à la sollicitation, aux besoins du citoyen, au bien-être du citoyen. L'exemple que donnait M. Métaillon n'est pas éloigné du tout du sujet. C'est-à-dire que nous formons des étudiants pour devenir des dirigeants, pour que ces dirigeants sachent identifier quels sont nos besoins, pour apporter des réponses à nos besoins, à nos urgences, j'allais dire. Mais dans le cas d'espèce, on ne le fait pas et on ne veut même pas qu'on en parle. C'est-à-dire que ceux auxquels j'ai droit, vous ne me le donnez pas. Je vais en parler avec mes collègues, vous dites non, vous n'allez même pas en parler. Ça fait un peu bizarre, vous comprenez? Et donc, les étudiants qui refusent de subir ça, on doit en être fiers. Non pas leur dire prenez des pierres et des bouts de bois pour... Non, mais insister pour qu'ils aient le droit de dire tout le temps nous voulons ceci. Moi, je suis d'accord pour les aider dans ce sens. Qu'ils aient le droit de dire tous les jours nous voulons ceci, nous voulons ceci. C'est l'État qui va leur dire. En fonction des ressources disponibles à notre niveau, voilà ce qu'on peut vous offrir. Mais si je sors des militaires et des policiers pour aller vers là-bas, c'est que je n'ai pas de réponse. Et donc, c'est maladroit de se comporter comme ça. C'est la violence là. Et ce n'est pas normal. Quand je le dis, je ne le dis pas pour être contre un régime. C'est dire que le Bénin est un pays label. Ce n'est pas un pays Kidam, ce n'est même pas un pays lambda. Le Bénin est un pays label. Nous vendons la qualité de la démocratie, nous vendons la paix sociale, nous vendons la cohabitation entre confessions religieuses, nous vendons beaucoup de choses, y compris la qualité de notre formation estudiantine. Alors, tout cela, on va remettre en cause tout cela. Pourquoi? Au nom de quoi? Vous qui avez vu et été de plusieurs combats, pourquoi de plus en plus les Béninois ont-ils l'impression que sur des chantiers où ils ont vraiment fait l'admiration de plus d'un, ils sont en train de reculer? Oui, le recul est dû, de mon point de vue, avec l'arrivée de la démocratie teintée de la corruption. Corruption électorale, corruption politique et dans tous les sens là. Parce que c'est depuis 90 que les premières élections qui ont eu lieu, l'argent circulait, l'argent dictait sa loi. Le jeune de 90 aujourd'hui, vous voyez l'âge qu'il a, il connaît pratiquement des grandes luttes qui ont été menées dans notre pays. Tout ce qui est passé par là, c'est la facilité. Donc l'argent a tout galvaudé. L'argent a tout galvaudé. Laurent Métaillon, de l'autre côté, on nous avertit que ça pourrait faire l'objet d'un autre débat par la suite. Ce serait très intéressant. Rapidement, un petit mot à l'adresse de ceux qui nous suivent, avant qu'on y mette un thème. Non, moi je pense qu'on doit pouvoir encourager les étudiants à ne pas se taire. Les étudiants ont tout intérêt, comme leurs parents et enseignants, qui ont bravé l'interdiction des AG dans les établissements et qui l'ont obtenu, ils doivent le faire également parce que l'avenir, c'est eux. Et c'est à eux-mêmes de se prendre en charge pour discuter de leurs problèmes. Merci Laurent Métaillon. Oui, Ousmane Aledi. J'invite l'État à prendre de la hauteur, à savoir mériter son rang d'État et de chef, et non pas être tout le temps, me semble-t-il, dans l'affrontement avec les citoyens qui les ont investis. Merci Ousmane Aledi, merci à vous Laurent Métaillon. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable
Attention pour tourner la page de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Une pensée pour l'écrivain suisse, ancien secrétaire de Grimm, Jacques-Henri Meister. Je cite, « La vie est une lutte où les succès et les revers se succèdent et se renouvellent. Ne donc jamais renoncer à son idéal, à ce seul prix qu'on peut réaliser son rêve et s'accomplir. » Mesdames, Messieurs, que d'endurance pour vous, même dans l'adversité. À très vite pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité.